3 heures du matin. C'est le seul moment où la maison à Spokane est vraiment calme. Les parquets du couloir ne craquent pas. La plomberie ne gémit pas. Et plus important encore, mon père, Hank, n'est pas réveillé pour me dire à quel point je gaspille de l'espace. J'ai resserré la couverture en laine autour de mes épaules. Il gelait dans le grenier. Mon haleine formait de la buée dans la lumière bleu pâle de l'écran de mon ordinateur portable. Mon dos me lançait. Une douleur rythmique sourde juste à la base de ma colonne vertébrale qui venait du fait d'être restée assise sur un tabouret en bois pendant 14 heures d'affilée. Je voulais m'étirer, peut-être descendre et préparer une cafetière, mais je n'osais pas. Si j'y allais, je risquais de le réveiller. Et si je le réveillais, il me verrait encore en train de « jouer » sur l'ordinateur. Pour lui, ce n'était pas du travail. Pour lui, le travail, c'était des bottes à bout d'acier, des mains calleuses et rentrer à la maison en sentant la graisse et la sueur. Le travail était quelque chose que l'on détestait. Comme je ne semblais pas détester ce que je faisais, cela ne pouvait pas être du travail. J'ai bu une gorgée d'eau tiède dans une tasse ébréchée et j'ai tapé une commande dans le terminal. Sur l'écran, une barre de progression avançait centimètre par centimètre. C'était le dernier correctif pour Corlop System. Juste quelques milliers de lignes de code qui me séparaient d'un effondrement total de tout ce que j'avais construit au cours des 5 dernières années. Mon estomac gargouillait, bruyamment et avec colère. Je n'avais pas mangé de vrai repas depuis hier après-midi. J'ai ouvert un nouvel onglet dans mon navigateur et j'ai navigué vers le site de la compagnie d'électricité locale. Je connaissais l'identifiant par cœur parce que je l'avais configuré moi-même. Je n'étais pas censé le connaître, bien sûr. Le tableau de bord s'est chargé. Impay, $240. J'ai soupiré, me frottant les tempes. Mon père s'était plaint toute la semaine de l'augmentation des tarifs d'électricité, de la façon dont le gouvernement arnaquait les petites gens. Il ne savait pas que les tarifs n'avaient pas changé. Il ne savait pas qu'il n'avait pas payé une facture d'électricité complète depuis 4 ans. J'ai ouvert mon application bancaire personnelle. Mon solde affichait un chiffre terrifiant, $412. C'était tout. C'était chaque centime à mon nom. Chaque autre cent que j'avais gagné grâce à des contrats de codage en freelance avait été réinjecté dans les coûts des serveurs de Corlop, les frais juridiques pour les brevets et le paiement de mes 2 développeurs à distance en Inde. J'ai regardé la facture, $240. Si je la payais, il me resterait moins de $200 pour me nourrir jusqu'à la fin du mois. Je n'ai pas hésité. Je ne pouvais pas. Si le courant était coupé, mes serveurs s'arrêtaient. Si les serveurs s'arrêtaient, l'accord d'acquisition avec Omnitech s'effondrait. Et si cet accord d'acquisition s'effondrait, j'étais fini. J'ai cliqué sur « Payer maintenant ». Un message de confirmation est apparu « Merci pour votre paiement ». J'ai effacé l'historique du navigateur comme je le faisais toujours. C'était un sentiment étrange, d'être l'encre invisible d'un navire en train de couler. Mes parents pensaient qu'ils me maintenaient à flot, laissant leur fille de 30 ans paresseuse et au chômage, vivre dans leur grenier. Ils n'avaient aucune idée que depuis une demi-décennie, c'était moi qui colmatais les brèches dans la coque, payais la facture d'eau, l'internet, et couvrais les manques du prêt immobilier chaque fois que le chèque de pension de mon père était insuffisant. J'étais le fantôme dans la machine de cette maison. Morgan. Je me suis figé. La voix venait du bas des escaliers du grenier. C'était ma mère, Doris. J'ai rapidement réduit mes fenêtres de code et j'ai affiché un site d'actualité générique au cas où elle montrait. Oui, maman. Tout va bien? Je t'ai entendu bouger, a-t-elle crié, la voix empâtée par le sommeil. Va dormir, Morgan. Ce n'est pas naturel d'être debout si tard à fixer cet écran. J'y vais, maman. Je lis juste les nouvelles. Ne reste pas debout toute la nuit, a-t-elle marmonné, ses pas s'éloignant dans le couloir. Ton père est de méchante humeur. Ne lui donne pas une raison de s'en prendre à toi demain matin. J'ai attendu d'entendre la porte de sa chambre se refermer. Puis j'ai rouvert le code. Une humeur. Papa était toujours de méchante humeur ces derniers temps, mais je savais pourquoi. J'avais vu le courrier qu'il essayait de cacher dans le tiroir à bric-à-brac. La banque n'envoyait plus seulement des avertissements, elle envoyait des menaces. J'ai regardé la barre de progression. 99%. Tiens bon, ai-je chuchoté à la pièce vide. Encore 2 semaines seulement. Le dîner du dimanche était un rituel immuable. Poulet rôti, pommes de terre séchées et une dose d'agressivité passive. La table était mise avec les belles assiettes parce que Britney venait, ma petite sœur, la fierté et la joie de la famille, celle qui avait vraiment réussi. Britney avait 27 ans, elle était infirmière à l'hôpital du comté, et elle s'assurait que tout le monde le sache. J'ai déjà pris place quand la porte d'entrée s'est ouverte avec fracas.
Britney est entrée comme une tornade, apportant avec elle une rafale d'air froid et un parfum coûteux. Elle portait toujours sa blouse, bleu ciel, parfaitement ajustée, bien que je sache que son service s'était terminé 3 heures plus tôt. La porteur était un signe de pouvoir. C'était un rappel visuel de son statut. Désolée d'être en retard, a-t-elle annoncé en jetant ses clés sur le comptoir. La circulation était un cauchemar, et la BMW fait encore des siennes. Je crois que les sièges chauffants sont cassés. Oh, ma pauvre chérie, a roucoulé ma mère, se précipitant pour l'embrasser. Assieds-toi. Assieds-toi. Tu dois être épuisée d'avoir sauvé des vies toute la journée. J'ai piqué ma pomme de terre. Salut, Britney. Elle m'a jeté un coup d'œil, affichant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Tiens, Morgan. Toujours là? Je pensais que tu serais partie d'ici maintenant. Tu n'avais pas parlé d'un entretien d'embauche le mois dernier? C'est une start-up, Britney. Ma start-up. Et nous sommes dans une phase critique en ce moment. C'est ça. La start-up. Elle a fait des guillemets avec ses doigts. Eh bien, espérons que ça finisse par payer bientôt. Maman dit que vous avez du mal avec la facture de chauffage. Mon père, Hank, a grogné depuis le bout de la table. Il avait l'air fatigué. Son teint était gris et les rides autour de sa bouche étaient plus profondes que dans mes souvenirs. Il a piqué un morceau de poulet avec agressivité. On s'en sort. On s'en sortirait mieux si tout le monde dans cette maison contribuait. Il ne m'a pas regardé, mais le commentaire est resté suspendu dans l'air comme un brouillard épais. Je sais, papa, a dit Britney, tendant la main pour tapoter sa main rugueuse. C'est si dur ces temps-ci. C'est pour ça que j'ai pris des gardes supplémentaires. Je pense acheter un appartement en centre-ville l'année prochaine, tu sais, pour entrer dans le marché de l'immobilier. Tu vois? Papa a pointé sa fourchette vers elle, puis l'a dirigée vers moi. Ça, c'est de l'ambition, Morgane. Ta sœur fait des services de 12 heures debout. Elle gère du sang et des tripes. Ça, c'est du vrai travail. Et toi? Tu restes en pyjama à taper sur des touches. C'est embarrassant. Je travaille 18 heures par jour, papa, ai-je dit calmement. Ce n'est pas parce que je ne rentre pas en âge que je ne travaille pas, si tu travaillais, tu aurais un salaire, a-t-il rétorqué. Où est-il? Montre-moi l'argent, Morgane, parce que tout ce que je vois, c'est que tu manges ma nourriture et que tu utilises mon internet. Je me suis tue. J'avais envie de hurler. J'avais envie de sortir mon téléphone et de lui montrer l'historique des transactions. Regarde la facture d'eau, papa. Regarde l'internet dont tu parles. Qui crois-tu qui a payé ça le mois dernier? La fée Marraine. Mais je ne pouvais pas. Si je lui disais que je payais ses factures dans son dos, cela ne le rendrait pas reconnaissant. Cela l'humilierait. C'était un homme fier, un homme traditionnel. Savoir que sa fille ratée maintenait secrètement les lumières allumées le briserait, ou pire, cela lui ferait me détester. Après le dîner, alors que maman débarrassait la table, Britney m'a coincé dans le couloir près de la salle de bain. Son attitude a changé instantanément. Le jeu de l'infirmière douce et fatiguée s'est évanoui. Et, a-t-elle chuchoté, regardant autour d'elle pour s'assurer que nos parents étaient hors de portée de voix. J'ai besoin d'un service. Je n'ai pas d'argent, Brit. Ne mens pas. Je sais que tu fais des trucs en freelance. Écoute, j'ai plafonné ma carte de crédit, d'accord? J'ai acheté ce sac. Il était en solde. Il me le fallait absolument. Et maintenant, je ne peux pas payer le minimum. J'ai juste besoin de $500. Je l'ai fixé. $500? Britney, j'ai littéralement moins que ça sur tout mon compte. Je viens de payer la facture d'électricité de cette maison parce que papa a encore oublié. Ses yeux se sont plissés. Tu as payé la facture d'électricité? Pourquoi tu ne leur as pas dit? Parce que ça l'humilierait. Tu le sais bien. Peu importe, a-t-elle dédaigné, croisant les bras. Tu es si égoïste. Tu vis ici gratuitement. Tu n'as aucune dépense et tu ne peux pas aider ta petite sœur. C'est moi qui m'occupe vraiment de lui, Morgane. Je viens ici. J.K. papa se plaindre. J'emmène maman à ses rendez-vous. Toi, tu te caches juste au grenier. Je suis en train de bâtir une entreprise. Ai-je dit, la voix tremblante de frustration. Ça va devenir énorme. Attends seulement. Britney a ri. C'était un son cruel et bref. Ouais, continue de te raconter ça. Mais ne viens pas pleurer quand papa finira par te foutre à la porte. Je n'aurai pas de place pour toi dans mon appart. Elle m'a bousculée et est retournée dans la cuisine, reprenant ce ton doux et faux. Maman,
Laisse-moi t'aider pour la vaisselle. Je suis restée là, dans le couloir sombre, à écouter mon père rire de quelque chose qu'elle disait. On aurait dit une fête où je n'étais pas invitée. J'étais l'étrangère dans ma propre maison. Le mercredi matin a apporté la pluie. Elle tambourinait sans relâche contre le toit, fuyant par un point faible du plafond du grenier et s'écoulant dans un seau que j'avais placé là 3 mois plus tôt. L'atmosphère dans la maison était radioactive. Je suis descendue vers midi pour me faire un sandwich. J'étais debout depuis 4 heures du matin pour gérer un plantage de serveurs dans notre nœud de Singapour, et mes yeux me donnaient l'impression d'être pleins de sable. Je portais un pantalon de jogging et un sweat à capuche surdimensionnée, mes cheveux attachés en un chignon désordonné. Papa était assis à la table de la cuisine. Il ne mangeait pas. Il fixait juste un morceau de papier dans ses mains. Son visage avait une teinte terrifiante de rouge pâle, comme un coup de soleil sur le point de cloque. Dès que je suis entrée, il a froissé le papier et l'a glissé sous une pile de prospectus. Mais je savais ce que c'était. J'avais vu le bord de l'enveloppe dans la poubelle plus tôt. On pouvait lire « Avis final. Procédure de saisie imminente ». Ils avaient 14 jours. 14 jours avant que la banque ne saisisse la maison. J'ai fait semblant de ne pas avoir vu. Et, papa, Tu veux un sandwich? Je prépare du jambon fromage. Il n'a pas répondu. Il s'est contenté de me regarder. Ses yeux suivaient mes mouvements alors que j'ouvrais le frigo, sortais le jambon, prenais le pain. C'était un regard de prédateur, comme un tigre attendant qu'une gazelle fasse un faux pas, ça doit être sympa, a-t-il marmonné. J'ai marqué une pause, tenant le pot de moutarde. Qu'est-ce qui doit être sympa? Dormir jusqu'à midi, a-t-il dit plus fort, la voix tremblante. trainer en pyjama. N'avoir aucun souci au monde. Papa, je suis réveillée depuis 4 heures. Je trabailai. Tu travaillais? Il a craché le mot comme du poison. Tu appelles ça travailler? Tapoter sur un jouet? J'ai passé 30 ans à l'usine, Morgane. 30 ans à me casser le dos pour que cette famille ait un toit. Et maintenant, il s'est interrompu, sa main tressaillant vers la pile de courrier. Papa, est-ce que quelque chose ne va pas? C'est l'argent? Parce que... Ne me parle pas d'argent. Il a frappé la table du poing. La salière a fait un bond. Qu'est-ce que tu connais à l'argent? Tu n'as jamais gagné un seul vrai dollar de ta vie. Tu crois que la nourriture apparaît toute seule dans ce frigo? Tu crois que le chauffage reste allumé par magie? Oui, j'avais envie de hurler. Il reste allumé parce que je le paie. Je contribe, papa. J'achète des courses. Je répare des choses dans la maison. Tu achètes un pain et tu te prends pour un sauveur, a-t-il ricané. Il s'est levé, et j'ai réalisé à quel point il était encore imposant. Même à 62 ans, c'était un homme massif, large d'épaules et lourd. Il me surplombait dans la petite cuisine. Tu sais ce que ta sœur a fait hier? Elle nous a apporté des courses. 3 sacs. Sans qu'on lui demande. Elle a proposé de payer les soins dentaires de ta mère. Britney m'emprunte de l'argent pour s'acheter des vêtements, papa, ai-je dit, perdant mon calme. Elle n'est pas riche. Elle est endettée. Ne t'avise pas de mentir sur ta sœur. Son visage était violet maintenant. Elle a réussi. Elle est infirmière. Elle est sur le terrain à sauver des vies pendant que tu restes assise là-haut dans ta petite grotte à jouer au PDG imaginaire. Ce n'est pas imaginaire. J'ai un contrat en attente avec Omnitech. Il va valoir des millions. La pièce est devenue silencieuse. Puis il a ri. C'était un son horrible, brisé. Des millions. Tu entends ça, Doris? A-t-il crié vers le salon. Notre fille va gagner des millions. Il s'est tourné vers moi, le rire s'éteignant instantanément, remplacé par un dégoût pur et froid. Tu es delirante, Morgan. Tu as 30 ans. Tu n'as pas de mari, pas d'enfant, pas de travail et pas d'avenir. Tu te mens à toi-même, et tu nous mens parce que tu es trop paresseuse pour sortir et trouver un vrai travail au supermarché ou à la station-service. Je ne suis pas paresseuse, ai-je chuchoté, les larmes me brûlant les yeux. Tu es une sangsue, a-t-il dit. Il a fait un pas vers moi. Tu suces la vie de cette famille. Nous nous noyons, Morgane. Nous nous noyons sous les factures et tu es juste assise sur notre dos, à nous enfoncer davantage. Papa, s'il te plaît. Non, plus de s'il te plaît. Il a regardé le sandwich dans ma main. Il a regardé le sac d'ordinateur que j'avais laissé sur le comptoir. J'en ai fini. L'air dans la cuisine a changé. Ce n'était plus seulement de la colère, c'était dangereux. Je n'en peux plus, a dit Hank, sa voix tombant à un grognement bas.
Je te regarde et je vois mon propre échec. Je vois un parasite. Le mot m'a frappé comme une gifle physique. Un parasite. Je n'ai pas les moyens de nourrir un parasite comme toi. A-t-il hurlé soudainement, le volume me faisant reculer contre le comptoir. Tu nous siphonnes. Nous allons tout perdre. Et tu n'en as même rien à foutre. Mais si, j'en ai quelque chose à foutre. Papa, écoute-moi. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, nous n'aurons plus de maison. Le secret était sorti. Il ne réalisait même pas qu'il l'avait avoué. Sors d'ici. Je me suis figée. Quoi? Sors d'ici. Il a attrapé mon sac d'ordinateur sur le comptoir. Mon cœur s'est arrêté. Ce sac contenait ma machine, mon disque dur, les seules clés d'accès au serveur de Corlop. Papa, ne touche pas à ça. Il a marché vers la porte arrière, l'a ouverte brusquement et a jeté le sac sous la pluie. J'ai regardé, comme au ralenti, le sac culbuter dans les airs et atterrir dans une mare de boue dans le jardin. Va le chercher, a-t-il dit, respirant lourdement. Et continue ton chemin, tu n'es pas sérieux. Il pleut à verse. Je n'ai nulle part où aller. Tu es millionnaire, non? A-t-il ricané, le visage déformé par quelque chose de laid et d'irreconnaissable. Va au Ritz. Va t'acheter un manoir. Mais tu ne restes pas sous mon toit une nuit de plus. Je ne vais pas me tuer à la tâche, jusqu'à une tombe précoce pour entretenir une gamine paresseuse et ingrate. Ma mère est apparue dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Elle avait l'air petite, terrifiée. Elle tordait un torchon dans ses mains. Maman. Je l'ai regardée. Maman, s'il te plaît, dis-lui. Elle a regardé Hank, voyant la rage dans ses yeux. Elle a regardé l'avis de saisie qui dépassait des prospectus. Puis elle m'a regardé, et elle a détourné le regard. Elle m'a tourné le dos et a commencé à frotter une assiette propre dans l'évier. Le bruit de l'eau qui coulait fut la seule réponse que j'allais obtenir. Elle l'avait choisi. Elle le choisirait toujours. Quelque chose en moi s'est brisé. Mais ce ne fut pas un bruit fracassant. Ce fut un craquement silencieux et net, comme une brindille sèche sur laquelle on marche dans une forêt. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas pleuré. Je suis passé devant mon père. Il attendait une confrontation. Il voulait que je crie pour pouvoir se sentir justifié. Il voulait que je supplie pour pouvoir se sentir puissant. Au lieu de cela, je me suis arrêté juste devant lui. Je l'ai regardé dans les yeux. Tu as raison, papa, ai-je dit doucement. Tu n'as pas les moyens de m'entretenir. Je suis sorti par la porte arrière sous la pluie. L'eau froide a traversé mon sweat instantanément. J'ai couru vers la mare de boue et j'ai ramassé mon sac. Je l'ai ouvert frénétiquement. L'ordinateur était dans une housse imperméable. Il était intact. Dieu merci. Je ne suis pas rentré chercher mes vêtements. Je ne suis pas retourné chercher ma brosse à dents. J'avais mon ordinateur, mon téléphone et les clés de ma vieille berline de 10 ans dans ma poche. J'ai marché vers l'allée. Mon père regardait par la fenêtre de la cuisine. Il se tenait là comme une statue, les bras croisés, surveillant que je partais vraiment. Je suis monté dans ma voiture. Le moteur a bafouillé avant de démarrer. Alors que les essuie-glaces balayaient la pluie, j'ai jeté un dernier regard à la maison. Elle paraissait petite. Elle paraissait grise. Elle ressemblait à la cage dans laquelle j'avais vécu trop longtemps. D'accord. Ai-je chuchoté pour moi-même, les mains serrant le volant si fort que mes articulations étaient blanches. Tu veux que le parasite s'en aille? Regarde l'autre mourir. J'ai passé la marche arrière et je suis sorti de l'allée. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai descendu la rue, passé les maisons des voisins, passé l'école où je rêvais autrefois de devenir scientifique, passé l'hôpital où Britney prétendait être une sainte. J'ai roulé jusqu'à ce que la maison ne soit plus qu'un souvenir dans le rétroviseur. J'étais sans abri. J'avais moins de 400 $. J'avais un contrat de plusieurs millions suspendu à un fil. Et je ne m'étais jamais senti aussi concentré de toute ma vie. Le Pinet Motel était le genre d'endroit où on ne marche pas pieds nus sur la moquette. Il sentait la cigarette froide et le désinfectant au citron, une tentative chimique de masquer des décennies de mauvaises décisions. Il me coûtait 59 $ la nuit, ce qui signifiait que je pouvais me payer exactement 3 nuits avant d'être complètement insolvable. J'ai poussé le bureau branlant contre le mur, juste sous l'unité de climatisation qui cliquetait comme un moteur à l'agonie. C'était mon centre de commandement, mon empire. J'ai installé mon ordinateur. L'écran était la seule chose propre dans la pièce. J'ai utilisé la connexion partagée de mon téléphone parce que le Wi-Fi du motel était plus lent qu'un modem 56K. Dès que je me suis reconnecté au canal sécurisé de Corlop, ma boîte de réception a bipé.
C'était un courriel de l'équipe juridique d'Omnitech. Mon cœur a tambouriné contre mes côtes en l'ouvrant. Objet, préoccupation urgente lors de l'audit de diligence. J'ai parcouru le texte et mon estomac s'est noué. Ce n'était pas le contrat, c'était un défi. Un membre du conseil d'administration nommé M. Sterling. Un homme que je n'avais jamais rencontré mais qui détestait apparemment l'idée d'acquérir une start-up d'une seule personne, avait signalé une inquiétude concernant l'évolutivité. M. Sterling pense que l'architecture actuelle ne peut pas supporter la charge de l'entreprise du réseau logistique mondial d'Omnitech. Il exige un test de charge continue de 72 heures à 5% de capacité avant de procéder à la signature. 72 heures. J'ai regardé mon téléphone. On était mardi. Si je lançais le test pendant 72 heures, je finirais vendredi matin. Cela ne laissait aucune marge d'erreur. Si les serveurs plantaient, si la latence augmentait ne serait-ce que d'une milliseconde, Sterling annulerait l'accord, et je serais coincé dans ce motel sans maison, sans famille et sans avenir. Je n'ai pas paniqué. La panique est un luxe pour les gens qui ont un filet de sécurité. J'avais de l'adrénaline. J'ai fait craquer mes articulations et j'ai commencé à taper. Je devais rediriger la charge de trafic. Je devais lancer des instances de serveurs temporaires en Virginie et à Francfort pour gérer la pression simulée. Cela allait coûter de l'argent que je n'avais pas. J'ai vérifié ma limite de carte de crédit. Il me restait $300 de crédit disponible, juste assez pour louer l'espace serveur pendant 3 jours. Si le test échouait, je ne pourrais même pas m'acheter un sandwich. Tapis, ai-je chuchoté. J'ai lancé la séquence. L'écran s'est rempli de journaux de données défilants, du texte vert sur fond noir. Pour n'importe qui d'autre, cela ressemblait à du charabia. Pour moi, c'était un battement de cœur. Pendant les 6 heures suivantes, je n'ai pas bougé. Je suis restée assise sur la chaise en bois dur à surveiller les mesures. Utilisation du processeur, 40%. Mémoire, 60%. Ça tenait. Vers minuit, un bruit venant de la chambre d'à côté a rompu ma concentration. Des cris. Un homme et une femme se disputant pour de l'argent. Tu avais dit que tu avais payé, hurlait la femme à travers la cloison fine. Tu avais dit que tu t'en étais occupé. Je me suis figée. Les mots faisaient écho à la dispute que je venais d'avoir avec mon père. Tu nous siphonnais. Mon père pensait que j'étais la raison pour laquelle ils étaient fauchés. Il pensait que ma présence était le trou noir financier au centre de la famille. Il n'avait aucune idée que le trou noir était en fait une fuite, et que c'était moi qui bouchais le trou. J'ai regardé les journaux du serveur. Stable. Y ouvert un nouvel onglet de navigateur. Mes doigts planaient sur le clavier. Je savais ce que je devais faire. Si j'étais vraiment un « parasite », comme il avait dit, alors un parasite ne devrait pas payer le prêt immobilier de l'hôte. Je me suis d'abord connectée au portail de la banque. C'était le compte joint que mes parents utilisaient pour le prêt. J'y avais accès parce qu'il y a 4 ans, mon père m'avait demandé de réparer l'ordinateur après s'être bloqué l'accès, et j'avais discrètement configuré une clé de récupération pour moi-même. J'ai navigué vers l'onglet des paiements programmés. Il était là. Payment mensual, $1,200. Source, compte externe se terminant par 4490. C'était mon compte. Pendant 5 ans, j'avais fait en sorte que chaque fois que leur mensualité était due, le système prélevait le manque à gagner sur mes revenus de freelance. Papa pensait que sa pension couvrait tout. Il pensait que la banque avait baissé son taux. Il ne vérifiait jamais les relevés, il voyait simplement que la banque n'appelait pas, donc tout devait bien aller. Mon doigt a plané au-dessus du bouton d'annulation. Une vague de nausée m'a envahi. C'était mal. C'était comme un acte de violence. J'avais été élevée pour honorer mes parents, pour aider ma famille. Les couper financièrement me donnait l'impression de tendre la main physiquement dans leur maison pour couper l'oxygène. Je n'ai pas les moyens de nourrir un parasite. Sa voix résonnait dans ma tête, forte et claire. Il avait jeté mon travail dans la boue. Il m'avait dit de vivre dans la rue. Il croyait que je ne servais à rien. Si je continuais à payer, je lui donnais raison. Si je continuais à payer, je le laissais vivre dans un monde imaginaire où il était le martyr et moi la méchante. Tu veux la vérité, papa ? Ai-je chuchoté à l'écran. Voici la vérité. J'ai cliqué sur « Annuler ». L'écran s'est actualisé. Aucun paiement programmé trouvé. Je ne me suis pas arrêté là. Je suis allé sur le portail de la compagnie d'électricité. Paiement automatique, activé. Disactive. La compagnie des eaux, désactivé. Le fournisseur Internet, désactivé. À chaque clic, je ressentais un étrange mélange de culpabilité et de légèreté.
C'était comme lâcher des sacs de sable lourds d'une montgolfière. Ils montaient, mais j'étais terrifiée par ce que je laissais derrière moi au sol. Enfin, j'ai atteint le forfait de téléphonie mobile. C'était un forfait familial, mon numéro, celui de papa, de maman, de Britney. La facture était de 200 $ par mois. Je la payais entièrement. Je suis allée dans la section de gestion des lignes. J'ai sélectionné mon propre numéro et j'ai cliqué sur « Transférer le numéro ». Ensuite, j'ai sélectionné l'option de paiement du solde restant. Changer le mode de paiement. J'ai supprimé ma carte de crédit. J'ai entré l'adresse courriel de mon père pour la notification de facturation. C'était fait. Je me suis réinstallée dans la chaise grinçante du motel, le cœur battant comme si je venais de courir un marathon. Je ne leur avais pas pris un centime. Je n'avais rien volé. J'avais simplement retiré mes mains du volant. Pour la première fois en 5 ans, les finances de la famille Clark étaient entièrement, à 100%, entre les mains de Hank Clark. J'ai regardé à nouveau mon autre écran. Le test de charge en était à sa 12e heure. La charge augmentait. Les ventilateurs de mon ordinateur hurlaient, luttant pour suivre le traitement des données. Je me suis allongée sur le lit de motel miteux, fixant la tache d'eau au plafond. Je me demandais combien de temps cela prendrait. La facture d'électricité était due dans 3 jours. Le prêt immobilier dans 8. L'horloge de la saisie tournait déjà. Ils m'avaient jeté dehors pour économiser de l'argent. Ils allaient découvrir à quel point je leur avais coûté cher. Jeudi après-midi, 60e heure du test de charge. Je ne m'étais pas douchée. J'avais à peine dormi. Mon régime consistait en des craquelins de distributeur et de l'eau du robinet tiède. La chambre sentait l'ozone et l'anxiété. Mon ordinateur a émis un signal sonore. C'était l'heure. L'appel Zoom avec le conseil d'administration d'Omnitech. J'ai rapidement enfilé un blazer par-dessus mon t-shirt. J'ai utilisé un élastique pour attacher mes cheveux gras en un chignon professionnel serré. J'ai positionné l'ordinateur de sorte que la caméra ne capte que le mur blanc et nu derrière moi, cachant le lit du motel et le papier peint qui pelait. J'ai activé la fonction « flou d'arrière-plan » par mesure de sécurité. J'ai cliqué sur « Rejoindre la réunion ». L'écran s'est rempli de visages. Ils étaient 5, des hommes en costume coûteux, assis dans des bureaux aux parois de verre à San Francisco et New York. Et puis il y avait Elena, la PDG d'Omnitech, l'air affûté et indéchiffrable. « Bonjour, Morgan », a dit Elena. Sa voix était calme. Nous avons également Monsieur Sterling avec nous. La caméra a basculé vers un homme aux cheveux argentés avec un visage qui semblait sculpté dans le granit. Il ne souriait pas, Mademoiselle Clark, a dit Sterling. Allons droit au but. Votre logiciel est impressionnant sur papier, mais le papier ne fait pas tourner la logistique mondiale. Nous simulons actuellement un pic de trafic équivalent au Black Friday. Montrez-moi la latence. Bonjour, Monsieur Sterling, ai-je dit, la voix ferme malgré le fait que mes mains tremblaient sous le bureau. Je partage mon écran maintenant. J'ai affiché le tableau de bord en direct. Les chiffres dansaient. Requêtes par seconde, 50 000. Taux d'erreur, 0%. Latence moyenne, 12 millisecondes. Comme vous pouvez le voir, ai-je dit en désignant le graphique, nous tournons actuellement à 500% de la charge que vous avez demandée. Le nœud de Virginie a automatiquement augmenté sa capacité quand le trafic a frappé. Et le partitionnement de la base de données a géré le surplus sans un seul paquet perdu. Sterling a plissé les yeux. Il s'est penché vers sa caméra. Et que se passe-t-il si un nœud tombe? Tuer le serveur de Virginie, tout de suite. Mon souffle s'est coupé. Monsieur Sterling, c'est un environnement de test en direct. Si je tue le serveur manuellement. Faites-le, a-t-il ordonné. Si votre récupération automatique est aussi bonne que vous le prétendez, le nœud de Francfort devrait prendre le relais instantanément. S'il plante, l'accord est annulé. C'était le moment. Il jouait toute ma vie sur une seule commande. J'ai tapé la commande de mise hors tension dans le terminal. Sudo shutdown, H now. Mon doigt a plané au-dessus de la touche entrée. Juste à ce moment-là, un coup violent frappé à ma porte de motel m'a fait sursauter. Service de chambre, a crié une voix à l'extérieur. Vous êtes là? Le départ est à 11 heures demain. Les membres du conseil d'administration ont eu l'air confus. Y a-t-il quelqu'un avec vous? A demandé Elena. Non, ai-je dit rapidement, coupant mon micro une fraction de seconde pour hurler « Partez !» vers la porte. J'ai rallumé le micro. Juste des travaux dans le bâtiment d'à côté. Toutes mes excuses. J'ai appuyé sur Entrée.
Le serveur de Virginie est mort. Le graphique sur l'écran a chuté. Des lignes rouges ont bondi pendant 3 secondes. 3 secondes qui m'ont paru durer 3 ans. Le système a affiché une erreur critique. Sterling Hurricane. On y est. Échec. Puis le nœud de Francfort s'est activé. La ligne rouge a disparu. La ligne verte est remontée en flèche. La latence s'est stabilisée à 14 millisecondes. Système rétabli. Redirection terminé. J'ai expiré, ayant l'impression que j'allais m'évanouir. Comme vous pouvez le voir, ai-je dit, ma voix reprenant des forces, aucune perte de données. 2 millisecondes de latence pendant une défaillance catastrophique. Corlop est blindé, Monsieur Sterling. Le silence a rempli la salle virtuelle. Sterling fixait l'écran. Il a ajusté ses lunettes. Il a cherché une faille, un bug, n'importe quoi. Il n'a rien trouvé. Impressionnant, a-t-il fini par grogner. Elena Soul. C'était un sourire de requin, mais il était de mon côté. Je pense que nous en avons assez vu. Monsieur Sterling, ai-je l'approbation du conseil pour continuer? Très bien, a dit Sterling. Préparez les documents. Nous vous enverrons le DocuSign final par courriel, Morgan, a dit Elena. Felicitations. Nous acquérons Corlop pour 17 millions de dollars, sous réserve de la signature finale. L'appel a pris fin. L'écran est devenu noir. Je suis restée assise dans le silence de la chambre de motel. 17 millions de dollars. J'ai regardé autour de moi la moquette tachée, la climatisation bruyante, la porte derrière laquelle la femme de chambre grommelait encore. J'étais riche. J'étais immensément, indéniablement riche. J'ai mis ma tête entre mes mains et j'ai commencé à rire. C'était un rire hystérique, entrecoupé de sanglots. J'avais gagné. J'avais survécu. Et la première personne que j'avais envie d'appeler, c'était mon père, mais je ne pouvais pas, parce qu'il était la raison pour laquelle je me trouvais dans cette chambre de motel. Je n'ai pas remis les pieds à Spokane, mais je sais exactement ce qui s'est passé dans cette maison au cours des jours suivants. Je le sais parce que je connais le rythme de vie de mon père, et je sais exactement quand je l'ai perturbé. Cela aurait commencé un mardi soir. Papa serait dans son fauteuil inclinable, en train de regarder le match de baseball. Les Mariners jouaient. C'était son sanctuaire. Soudain, la télé s'éteindrait. Le ronronnement du réfrigérateur s'arrêterait. La maison serait plongée dans un silence absolu et pesant. Doris, crierait-il. On a fait sauter un plomb. Maman chercherait la lampe de poche à tâtons dans le tiroir à bric-à-brac. Papa descendrait lourdement au sous-sol pour vérifier le tableau électrique. Il actionnerait les disjoncteurs dans un sens puis dans l'autre, mais rien ne se passerait. Il irait à la fenêtre et regarderait les voisins. Les lumières des Johnson étaient allumées. Les lampadaires de la rue étaient allumés. Ce n'était pas une panne de secteur. C'était juste chez eux. Je ne comprends pas, grommellerait-il en revenant à la cuisine. J'ai payé la facture. Je sais que je l'ai fait. Il ne l'avait pas fait. Il n'avait pas payé une facture d'électricité depuis 2019. Puis il essaierait d'appeler la compagnie d'électricité. Il sortirait son téléphone portable. Mais quand il composerait le numéro, il n'y aurait aucune tonalité, juste une voix robotique. Oui, sorry, Buddy's service has been suspended due to non-payment. Please contact your service provider. La panique commencerait à s'installer, froide et vive. Britney, crierait-il en se rappelant qu'elle venait dîner. Utilise ton téléphone. Appelle la compagnie d'électricité. Britney arriverait, agacée que la maison soit dans le noir. Elle essaierait d'appeler, mais quand le serveur vocal demanderait le numéro de compte et les 4 derniers chiffres du numéro de sécurité sociale associé au mode de paiement, papa ne saurait pas quoi dire. C'est d'habitude automatique, bafouillerait-il. Eh bien, ce n'est plus automatique, papa. Lancerait Britney, pointant la lampe de poche de son téléphone vers ses yeux. Qui payait? Et alors la réalisation le frapperait. Une horreur lente et rampante. Il se souviendrait de moi. Il se souviendrait des fois où je demandais le courrier. Des fois où j'étais assise à l'ordinateur à ne rien faire. Morgan. Elle nous a coupés, chuchoterait-il, s'effondrant sur une chaise de la cuisine. Cette petite peste. Elle nous a coupés, hurlerait Britney. Elle est folle? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Elle veut nous punir, Hank, dirait Doris, son visage se durcissant dans ce masque de pierre familier. Elle pense que ça va me faire ramper vers elle. Elle pense que je vais la supplier. Il frapperait la table du poing. Eh bien, je ne le ferai pas. Je n'ai pas besoin de son argent. Je n'ai pas besoin de sa charité. On va trouver une solution.
J'irai à la banque demain. Je demanderai un prêt. Il ne savait pas encore. Il ne savait pas que la banque avait déjà envoyé l'avis de saisie. Il ne savait pas que sans mes revenus invisibles, son ratio d'endettement était catastrophique. Il pensait mener une escarmouche, il ne réalisait pas qu'il avait déjà perdu la guerre. La maison restait dans le noir. La nourriture dans le congélateur commençait à dégeler, et l'horloge au mur se rapprochait de l'échéance. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'ici. Si vous appréciez ce conte de vengeance et de rédemption, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. De plus, laissez un commentaire ci-dessous avec le nom de la ville d'où vous regardez. Cela aide la vidéo à atteindre plus de personnes. Merci infiniment. 10 jours plus tard, je me tenais sur le balcon d'un appartement-terrasse au 42e étage de la Rainier Tower à Seattle. Le vent fouettait mes cheveux, mais cette fois je n'avais pas froid. Je portais un blazer anthracite sur mesure qui coûtait plus cher que le pick-up de mon père. Mes cheveux étaient coupés en un carré court et professionnel. Je ressemblais à une personne différente. Je ressemblais à la femme sur le site web d'Omnitech. L'argent était arrivé sur mon compte 3 jours plus tôt, 17 millions de dollars. J'avais fixé le chiffre pendant 1 heure. Ça ne paraissait pas réel, on aurait dit un bug. Mais quand j'avais transféré les fonds pour payer ce bail, la banque n'avait pas bronché. Mademoiselle Clark. Je me suis retournée. Un homme se tenait dans mon salon avec un enregistreur vocal. C'était Tran, un reporter du Washington Business Journal. Il avait l'air un peu intimidé par la vue, ou peut-être par moi. Ça me plaisait. Appelez-moi Morgane, ai-je dit en rentrant. Asseyez-vous, Tran. Merci, a-t-il dit en s'asseyant sur le canapé en cuir blanc. Alors, c'est toute une histoire. Omnitech n'a pas l'habitude d'acquérir des entreprises fondées par une seule personne. Et certainement pas deux. C'était ou déjà? Spokane. C'est exact, ai-je dit en me versant un verre d'eau pétillante. J'ai construit l'architecture de base dans le grenier de mes parents. C'est l'angle que mon éditeur adore, a dit Tran, se penchant vers moi. Le génie de la ceinture de rouille, la Cendrillon du code. Dites-moi, quelle a été la partie la plus difficile? Les défis techniques? Le financement? J'ai regardé par la fenêtre la silhouette de la ville. J'ai pensé à la chaise cassée dans le jardin. J'ai pensé à la mare de boue. La partie la plus difficile, ai-je dit prudemment, a été l'isolement. Quand on construit quelque chose de grand, parfois les personnes les plus proches de nous ne comprennent pas. Ils voient le temps que vous y passez comme du temps perdu. Ils voient votre concentration comme de la paresse. Trent Griffinate Furiousement. Est-ce que votre famille vous a soutenu? J'ai marqué une pause. C'était le moment. Je pouvais peindre un joli portrait d'une famille ouvrière solidaire m'encourageant. Ce serait plus facile, cela les protégerait. Mais pourquoi devrais-je les protéger? Ils ne m'avaient pas protégé. Ma famille, j'ai choisi mes mots avec une précision chirurgicale, est très traditionnelle. Mon père croit au travail manuel. Il ne voyait aucune valeur dans ce que je faisais. En fait, il y a 2 semaines. Il m'a demandé de quitter la maison parce qu'il pensait que j'étais un fardeau financier. Tran a arrêté d'écrire. Il a levé les yeux, les ouvrant tout grands. Il vous a mis à la porte 2 semaines avant que vous ne vendiez l'entreprise pour 17 millions de dollars. Oui. Est-ce qu'il le sait? Non, ai-je dit. Pas encore. Trent to Surrey. C'était le sourire d'un homme qui savait qu'il venait de trouver le gros titre de sa une. Est-ce qu'on peut mettre ça dans l'article? Ça ajoute beaucoup de couleurs. J'ai bu une gorgée d'eau. Vous pouvez l'imprimer. N'utilisez juste pas leur nom. Je ne veux pas qu'ils soient harcelés. Mais les gens de ma ville, ils sauront de qui vous parlez. Ça va devenir viral, a promis Tran. Parfait, ai-je dit. C'est ce que je veux. Quand Tran est parti, je suis restée seule dans l'immense appartement silencieux. J'ai affiché le flux des caméras de sécurité de l'ancienne maison. Je n'avais pas encore coupé cette connexion. Je voulais voir. La maison était sombre, mais il y avait une lueur de bougie à la fenêtre de la cuisine. Ils étaient toujours là. Ils survivaient. Mais je savais que l'échéance de la saisie était pour demain. L'article sortirait le matin, et alors la vraie tempête commencerait. Le lendemain matin, le soleil s'est levé sur Spokane, mais il n'a pas brillé sur le foyer des Clark. L'électricité était toujours coupée. Hank Clark est entré dans la quincaillerie Milleres à 9 heures du matin. Il avait l'air terrifiant. Sa chemise était froissée et il avait des cernes sous les yeux. Il avait besoin d'une bouteille de propane pour le réchaud de camping, afin qu'il puisse au moins faire bouillir de l'eau pour le café.
Il s'est avancé vers le comptoir. Le vieux Miller était là, lisant un magazine. « Salut, Bob », a grogné Hank, posant la bouteille vide sur le comptoir. « Mets ça sur mon compte, tu veux bien ? Le chèque de pension a quelques jours de retard. » D'habitude, Bob Miller acquiesçait et lui faisait signe de passer. Ils se connaissaient depuis 30 ans. Mais aujourd'hui, Bob n'a pas bougé. Il n'a pas tendu la main vers le registre. Il a juste regardé Hank par-dessus ses lunettes de lecture. « Je ne fais plus de crédit, Hank », a dit Bob calmement. « Quoi ? À l'aise, Bob. Tu sais que je suis solvable. »« Tu me connais. »« Je te connais effectivement », a dit Bob. Il a pris le magazine qu'il lisait. C'était le Washington Business Journal. Il l'a claqué sur le comptoir, face visible. « Et je connais ta fille. Ou du moins, je pensais la connaître. » Hank a baissé les yeux. Là, en couverture, il y avait une photo de Morgan en pleine page. Elle ne portait pas son sweat à capuche trop large. Elle portait un blazer élégant, les bras croisés, l'air d'un titan de l'industrie. Le grow tighter her late en lettre noires et grasses, the $17 million parasite, how one local genius built a tech empire from her parents' attic and got kicked out for it. Hank's mouth opened, but no sound came out. Il fixait le chiffre. 17 millions. Est-ce que... a bafouillé Hank. Est-ce que c'est vrai? C'est bien vrai, a dit Bob. Mon neveu travaille dans l'informatique. Il dit qu'on parle de ce truc, Corlop, partout aujourd'hui, il dit qu'elle l'a vendu à Omnitech. C'est une entreprise mondiale, Hank. Bob s'est penché en avant, sa voix tombant à un murmure dur. L'article dit que tu l'as mise à la porte il y a 2 semaines. Il dit que tu l'as traitée de parasite. C'est vrai? Hank a senti le sang quitter son visage. Les autres clients dans le magasin, des gens qu'il connaissait depuis toujours, des gars avec qui il buvait des bières, s'étaient arrêtés dans les allées pour le regarder. Ils ne le regardaient plus avec sympathie. Ils le regardaient comme s'il était le plus gros imbécile de tout l'État de Washington. Elle a menti, a chuchoté Hank, mais sa voix manquait de conviction. Elle faisait juste mumuse sur l'ordinateur. Elle n'avait pas de travail. On dirait bien qu'elle avait un meilleur travail que toi ou moi, Hank, a dit Bob sans pitié. 17 millions de dollars, et tu l'as foutu dehors. Tu dois être l'homme le plus intelligent du comté. Des rires ont parcouru le magasin. Ce n'étaient pas des rires amicaux, c'étaient des moqueries. Hank a attrapé la bouteille de propane vide. Il n'a pas acheté la recharge. Il s'est détourné et a fui le magasin, la clochette au-dessus de la porte tintant comme une accusation. Il a couru vers son pick-up, ses mains tremblant si fort qu'il arrivait à peine à mettre la clé dans le contact. Il devait rentrer chez lui. Il devait trouver Doris. Il devait découvrir si c'était un cauchemar ou la froide et dure réalité. L'atmosphère dans le salon était suffocante. Hank a jeté le magazine, qu'il avait volé à la quincaillerie, sur la table basse. Doris l'a ramassé. Elle l'a lu à la lumière de la fenêtre, plissant les yeux sur les pages glacées. « Oh mon Dieu !» a-t-elle chuchoté. « Regarde-la, Hank. » Elle a l'air puissante. Elle a l'air d'une traîtresse, a hurlé Hank, faisant les 100 pas sur le tapis. Elle avait 17 millions de dollars, et elle nous a laissés là dans le noir. Elle m'a laissé m'humilier à la quincaillerie. L'article dit que l'accord a été conclu il y a 3 jours. A lu Doris, la voix tremblante. Hank, elle n'avait pas l'argent quand tu l'as mise à la porte. Elle était en train de le gagner. Elle aurait pu nous le dire. Elle a essayé. Doris s'est levée, sa passivité craquant enfin. Elle a essayé de te le dire au dîner. Elle a dit qu'elle avait un contrat en attente. Tu t'es moqué d'elle. Tu l'as traitée d'enfant délirante. Hank s'est figé. Il s'est rappelé les rires. Il s'est rappelé la façon dont il l'avait méprisée. Eh bien, a-t-il bafouillé, cherchant une façon d'avoir raison, si elle a autant d'argent, elle nous doit quelque chose. On l'a élevée. On l'a logée pendant 30 ans. Juste à ce moment-là, la porte d'entrée a vibré. Un poing lourd a frappé le bois 3 fois. Hank est allé ouvrir. Un adjoint du shérif se tenait là. Il n'avait pas l'air ravi. Il tenait un morceau de papier orange à la main. Hank Clark. C'est moi. Avis final d'expulsion, a dit l'adjoint, scotchant le papier sur le cadre de la porte. La banque l'a ordonné ce matin. Vous avez 24 heures pour quitter les lieux. Les serrures seront changées demain à midi. 24 heures? A le souffle coupé Hank. Mais j'ai des droits. Il me faut plus de temps. Vous avez eu 14 jours, Hank. Le temps est écoulé. Je suis désolé.
L'adjoint s'est détourné et est parti. Hank a fixé le papier orange. C'était fini. La maison n'était plus à eux. Britney a remonté l'allée dans sa BMW 1 minute plus tard. Elle a bondi hors de la voiture, brandissant son téléphone. « Vous avez vu ? Vous avez vu les nouvelles ?» hurlait-elle en montant les marches du Porsche en courant. Morgan est riche. Genre, riche comme une célébrité. Elle a vu le papier orange sur la porte. Elle s'est arrêtée. C'est quoi ça? On perd la maison, a sangloté Doris, se laissant tomber sur la balancelle du Porsche. Demain. Britney a regardé tour à tour l'avis d'expulsion et le magazine sur la table. Ses yeux se sont plissés. Le calcul a remplacé le choc. Non, a dit Britney fermement. On ne va rien perdre du tout. Montez dans le pick-up. Quoi? A demandé Hank. On va à Seattle, a dit Britney. J'ai cherché l'adresse de ses nouveaux bureaux. C'est dans le domaine public. On va là-bas et on va rappeler à Morgan qu'elle est une Clark. Elle ne peut pas laisser sa famille vivre à la rue pendant qu'elle trône dans un appartement de luxe. Ça ferait mauvais genre pour son cours de bourse. Hank a regardé le papier orange. Puis il a regardé sa femme, prostrée et en pleurs. Il a redressé le dos. Tu as raison, a-t-il dit. Elle nous doit ça. Elle nous doit tout. Le trajet jusqu'à Seattle a duré 4 heures. 4 heures de silence dans la cabine du vieux Ford F-150 rouillé de Hank. Britney suivait dans sa BMW parce qu'elle refusait d'être vue dans le pick-up. Ils sont arrivés à la Nexus Tower au centre-ville de Seattle à 14 heures. Le bâtiment de verre et d'acier perçait le ciel comme une aiguille. Il respirait l'argent. J'étais assise dans mon bureau au 30e étage quand Sacha, ma directrice des opérations, m'a appelée. Morgan, a-t-elle dit, la voix hésitante. Il y a 3 personnes dans le hall qui demandent à vous voir. Ils n'ont pas de rendez-vous. La sécurité veut savoir s'ils doivent les expulser. J'ai affiché le flux de sécurité du hall sur mon second moniteur. Ils étaient là, mon père dans sa veste de travail tachée et sa casquette de baseball, ma mère serrant son sac à main comme un bouclier, et Britney vérifiant son maquillage dans le reflet du tourniquet en verre. Ils paraissaient petits. Ils semblaient déplacés au milieu du marbre poli et des hommes en costume 3 pièces qui passaient devant eux. Mon premier instinct a été de dire « oui, sortez-les ». Mais ce serait trop facile. Ce serait me cacher. Non, ai-je dit. Faites-les monter. Amenez-les dans la salle de conférence B. Celle avec les parois de verre. Les parois de verre? A demandé Sacha. Vous êtes sûr? Tout l'étage verra. Je sais, ai-je dit. C'est justement le but. J'ai observé sur le moniteur le garde de sécurité leur donner des badges de visiteurs. J'ai vu la façon dont mon père a bombé le torse, essayant d'avoir l'air important, essayant de prétendre qu'il n'était pas terrifié. J'ai vu la façon dont Britney scannait le hall, calculant probablement le prix du mobilier. Je me suis levée et j'ai lissé mon blazer. J'ai pris un dossier sur mon bureau. À l'intérieur se trouvait un simple tableur et un chéquier. Je suis sortie dans l'espace de bureaux ouverts. Mon équipe, 30 ingénieurs et personnel de soutien, travaillait calmement. Le bourdonnement de la productivité était apaisant. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, le niveau sonore dans le bureau a chuté. Ma famille est sortie. Hank s'est arrêté. Il a regardé autour de lui. Il a vu les rangées de moniteurs haut de gamme, les chaises ergonomiques, ironiques, quand on pense qu'il a jeté la mienne dans la boue, la vue sur le Puget Sound à travers les baies vitrées. Il m'a vu. Je me tenais à l'autre bout de la pièce, j'attendais. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas fait de geste. Hank a commencé à marcher vers moi. Ses bottes grinçaient sur le sol en béton poli. Toutes les têtes dans le bureau se sont tournées pour regarder. Ils connaissaient l'histoire. Tout le monde avait lu l'article. Ils savaient que c'était le père qui avait traité leur PDG de parasite. Morgan, a dit Hank quand il fut assez proche. Sa voix était forte, trop forte pour le calme du bureau. Il faut qu'on parle. Bonjour, papa, ai-je dit froidement. Bonjour, maman. Britney. Bel endroit, a dit Britney, les yeux balayant la pièce avec avidité. Un peu froid, cependant, tu ne trouves pas? C'est efficace, ai-je dit. Suivez-moi. Je les ai conduits dans la salle de conférence. C'était un bocal à poisson, insonorisé, mais complètement transparent. Tout mon personnel pouvait nous voir. Je me suis assise en bout de table. Je ne leur ai pas proposé de s'asseoir, ils se sont assis quand même. Hank s'est penché en avant, posant ses mains lourdes sur la table en acajou. Tu t'en es bien sorti,
a-t-il dit, essayant de prendre un ton paternel. On est surpris. Tu aurais dû nous le dire. J'ai essayé, ai-je dit. Tu as jeté mon sac dans la boue. Hank Tresale. J'étais en colère. Les hommes se mettent en colère. C'est le stress, Morgan. Tu sais à quel point c'est dur de garder un toit au-dessus d'une famille. Ah bon? Ai-je demandé. Bien sûr que tu ne le sais pas. A-t-il lancé, s'emportant instantanément. Tu as tout cet équipement de luxe, cette vue. Tu ne sais pas ce que c'est que de s'inquiéter pour la facture d'électricité. De s'inquiéter de perdre sa maison. C'est pour ça que vous êtes là? Ai-je demandé. Parce que vous perdez la maison. Le shérif est passé aujourd'hui, a chuchoté Doris, les larmes coulant de ses yeux. Demain à midi. On n'a nulle part où aller, Morgan. Et à qui la faute? Ai-je demandé. C'est l'économie, a hurlé Hank, oubliant qu'il était dans une boîte en verre. C'est la banque. Et peut-être que si on avait su que tu avais des millions, on ne serait pas dans ce pétrin. Tu nous as caché ça. Tu nous as laissé souffrir pendant que tu trônais sur une mine d'or. C'est égoïste, Morgan. C'est cruel. Égoïste, ai-je répété. J'ai ouvert le dossier. Parlons de ce qui est égoïste. J'ai fait glisser une seule feuille de papier sur la table. Elle a tourné lentement et s'est arrêtée juste devant Hank. C'est quoi ça? A-t-il demandé, regardant les colonnes de chiffres. Ça, ai-je dit, m'adossant à ma chaise, c'est le grand livre du parasite. Il a plissé les yeux. Je ne comprends pas, lis la première ligne, papa. Date, 12 janvier 2021. Objet, manque à gagner prêt immobilier. Montant, $300. Source, Morgan Clark. J'ai pointé la ligne suivante. Février 2021. Facture d'électricité, $210. Payé par Morgan Clark. Je me suis levée et j'ai marché vers le tableau blanc derrière moi. J'ai pris un feutre. Tu m'as traité de parasite, ai-je dit, ma voix portant clairement dans la pièce silencieuse. Un parasite se nourrit de l'hôte, prenant des ressources sans rien donner en retour. C'était ta version. C'était ton excuse pour me traiter comme une moins que rien. J'ai écrit un chiffre au tableau, $142 500. Ce chiffre, ai-je dit, tapotant le tableau, c'est le montant total d'argent que j'ai versé à votre ménage au cours des 5 dernières années. J'ai payé votre eau. J'ai payé votre internet. J'ai payé la différence de votre prêt immobilier chaque mois quand ta pension ne suffisait pas. J'ai payé le nouveau chauffe-eau l'hiver dernier. J'ai payé la chirurgie dentaire de maman. Hank a fixé le tableau. Son visage est passé du rouge à un blanc spectral. Tu? A-t-il bafouillé? Non, la banque. La pension. La banque n'a pas baissé ton taux, papa, ai-je dit. Je me connectais et je payais la différence. La compagnie d'électricité ne t'a pas fait de remise senior. C'est moi qui payais. Je le faisais anonymement parce que je te connaissais. Je savais que ta fierté était la seule chose qui te restait. Je ne voulais pas te l'enlever. Je me suis tournée vers Britney. Elle se recroquevillait sur son siège. Et toi? Ai-je dit. L'enfant prodige. Si on parlait des $2000 que tu m'as empruntés l'an dernier pour réparer ta voiture, ou des $500 pour ton sac. Yeah. J'allais te rembourser, a marmonné Britney. Non, tu n'allais pas le faire, ai-je dit. Et je m'en fichais. J'ai payé parce que je voulais que ma famille soit en sécurité. Je voulais que nous allions bien. J'ai regardé Hank à nouveau. Il était affalé sur sa chaise. Il ressemblait à un ballon dégonflé. La vantardise, la colère, la droiture, tout s'était envolé. Je n'étais pas le parasite, papa, ai-je dit doucement. J'étais le système de survie. Et il y a 2 semaines, quand tu m'as mise à la porte, tu n'as pas seulement expulsé ta fille. 2 SD branch ta proper machine. Hank a levé les yeux vers moi. Ils étaient humides. Pour la première fois de ma vie, je ne voyais pas un géant. Je voyais un vieil homme stupide qui avait commis une terrible erreur. On ne savait pas, a pleuré Doris. Morgan, on ne savait pas. Vous ne vouliez pas savoir, ai-je rectifié. Vous m'avez vu devant un ordinateur et vous avez décrété que j'étais paresseuse. Vous n'avez pas posé de questions. Vous avez fait des suppositions. Et nous voilà. La pièce était silencieuse à l'extérieur des parois de verre. Mes employés prétendaient travailler, mais je savais qu'ils écoutaient chaque mot étouffé. Alors, ai-je dit en me rasseyant. Vous avez 24 heures avant que le shérif ne verrouille la porte. Quel est votre plan?
Hank a dégluti avec difficulté. Il a regardé ses mains. Il a regardé le luxe qui l'entourait. Il a réalisé qu'il n'avait absolument aucun moyen de pression. Il ne pouvait pas s'en sortir par la colère. Il ne pouvait pas s'en sortir par la culpabilité. Il devait faire la seule chose qu'il détestait plus que tout au monde. Morgan, a-t-il croassé. Sa voix s'est brisée. Il s'est raclé la gorge et a réessayé. Morgan. S'il te plaît. S'il te plaît quoi? S'il te plaît, aide-nous, a-t-il chuchoté. On va perdre la maison. C'est la seule chose que j'ai pour justifier ma vie. Je ne veux pas être à la rue. J'étais à la rue il y a 2 semaines, lui ai-je rappelé. Tu m'as dit d'aller vivre dans le caniveau. Tu as dit que ça me ferait du bien. J'avais tort. S'est écrié Hank. Une larme a coulé sur sa joue tannée. J'avais tort, d'accord? Je suis désolé. Je suis un vieux type stupide. S'il te plaît, ne les laisse pas prendre la maison. Prête-moi l'argent. Je trabalharei. Je sortirai de ma retraite. Je te rembourserai chaque centime. Un prêt? J'ai haussé un sourcil. Papa, aucune banque sur terre ne te prêterait de l'argent en ce moment. Tu n'as aucun revenu et un mauvais dossier de crédit. Je t'en supplie, a dit Hank. Il a même commencé à glisser de sa chaise, comme s'il allait se mettre à genoux. Je t'en supplie, en tant que ton père. C'était pathétique. C'était satisfaisant. Et c'était déchirant. J'ai regardé Britney. Et toi? Tu vas les aider à me rembourser? Britney a regardé ses chaussures. Yeah. Je ne peux pas. J'ai mes prêts étudiants. Évidemment, ai-je soupiré. J'ai plongé la main dans le dossier et j'ai sorti le chéquier. Je ne vais pas vous faire de prêt, papa, ai-je dit. Hank a levé les yeux, la terreur dans le regard. Morgan, je t'en prie. Parce que je sais que vous ne pourrez jamais me rembourser, ai-je terminé. Et je n'ai pas envie d'être votre créancière pour les 20 prochaines années. J'ai débouché mon stylo. J'ai une proposition différente. L'air dans la salle de conférence vitrée était si calme que j'entendais le ronronnement des disques durs de la salle des serveurs au bout du couloir. Mon père me regardait avec un mélange d'espoir et de terreur. Il pensait que j'allais ouvrir le coffre de la banque et les inonder de billets. Il pensait que nous revenions à l'ancienne dynamique. Il fait n'importe quoi et je répare les pots cassés en silence. Une proposition? Britney s'est redressée, se penchant en avant. Genre une allocation? Ou peut-être un travail. Je pourrais travailler au RH. Je suis très douée avec les gens. Je l'ai regardé. L'audace était presque impressionnante. Non, Britney, ai-je dit. Tu n'auras pas de travail. Tu n'auras pas d'allocation. J'ai ouvert le chéquier. J'ai pris mon stylo. Voici la réalité, ai-je dit, d'une voix neutre et pragmatique. Je ne vais pas vous donner d'argent liquide. Je ne vais pas vous confier d'argent parce que vous avez prouvé que vous ne saviez pas le gérer. J'ai écrit la date sur le chèque. J'ai appelé la banque ce matin, ai-je continué. J'ai obtenu le montant exact pour solder le prêt, capital, intérêts, frais de retard et pénalités juridiques. J'ai écrit le chiffre, 124 560 $. Ce chèque, ai-je dit, le tenant en l'air mais sans le lâcher, est libellé directement à l'ordre de la banque. Il effacera la dette complètement. Vous serez propriétaire de la maison, libéré de toute dette. Plus de mensualité, plus de peur de l'expulsion. Vous aurez un toit au-dessus de la tête pour le reste de votre vie. Hank a laissé échapper un sanglot de soulagement. Oh, merci mon Dieu. Merci, Morgan. Merci. Il a tendu la main vers le chèque. Je l'ai retiré. Je n'ai pas fini, ai-je dit sèchement. C'est une transaction, papa. Et toute transaction a des conditions. J'ai plongé à nouveau la main dans le dossier et j'ai sorti un épais document agrafé. Je l'ai fait glisser sur la table à côté du chèque. C'est quoi? A demandé Doris, essuyant ses yeux. C'est un contrat, ai-je dit, rédigé par mes avocats ce matin. Hank a plissé les yeux sur les lettres en gras en haut de la page. Non-disclosure and severance agreement. Rupture? A demandé Hank, confus. Comme quand on se fait licencier. Exactement, ai-je dit. Ce document stipule qu'en échange du remboursement de votre prêt, vous acceptez 2 choses. J'ai levé un doigt. Premièrement, un accord de non-divulgation stricte. Vous ne parlerez plus jamais de moi ou de cette entreprise à la presse. Vous ne donnerez pas d'interview. Vous ne publierez rien sur Facebook. Si Tran vous rappelle, vous raccrochez.
Si vous violez cette clause, je vous poursuivrai pour le montant total du prêt plus dommages et intérêts. Hank a acquiescé rapidement. D'accord. D'accord, bien sûr. Pas de reporter. Je peux faire ça. J'ai levé un second doigt. Deuxièmement, une clause de non-contact. La pièce est devenue mortellement silencieuse. Qu'est-ce que ça veut dire? A chuchoté Doris. Ça veut dire que vous me licenciez en tant que fille, ai-je dit. Ça veut dire qu'une fois que vous sortirez de ce bâtiment avec ce chèque, c'est fini entre nous. Vous ne m'appelez pas. Vous ne me rendez pas visite. Vous ne me demandez pas d'argent quand le chauffe-eau tombera en panne dans 5 ans. Vous ne venez pas à mon mariage, si j'en ai un jour. J'ai regardé chacun d'eux. Vous vouliez que je quitte la maison. Vous avez eu gain de cause. Ce contrat rend la chose permanente. Vous prenez la maison. Je prends ma liberté. Nos chemins se séparent pour toujours. Morgan. No, a crié Doris, tendant la main sur la table. Tu ne peux pas vouloir dire ça. On est une famille. On était une famille il y a 2 semaines, ai-je dit, retirant ma main. Et vous l'avez regardé me jeter sous la pluie. Tu n'as pas dit un mot, maman. Tu as choisi ton camp. J'avais peur, a-t-elle sangloté. Moi aussi, ai-je dit. Mais je n'ai plus peur désormais. J'ai regardé Hank. Voici les conditions. Vous signez le papier, vous avez le chèque, vous sauvez la maison. Vous refusez et vous partez d'ici les mains vides. Le shérif verrouille la porte demain à midi. C'est votre choix. Hank looked at the contract. Puis il a regardé le chèque. Puis il m'a regardé. Je voyais les rouages tourner dans sa tête. Il faisait le calcul. D'un côté, une relation avec une fille qu'il n'avait jamais respectée, jamais comprise et qu'il avait publiquement humiliée. De l'autre, une maison payée et la sécurité pour le reste de ses jours. Ce n'aurait pas dû être un choix difficile. S'il m'aimait vraiment, il aurait déchiré le chèque. Il aurait dit, garde ton argent. Je veux juste retrouver ma fille. Il aurait choisi la rue si cela permettait de réparer ce qu'il avait brisé. J'ai attendu. Je voulais qu'il le déchire. Une petite partie stupide de moi. La petite fille qu'il attendait autrefois quand il rentrait du travail, voulait qu'il me jette l'argent au visage et me serre dans ses bras. Hank a pris le stylo. Où est-ce que je signe? A-t-il demandé, la voix rauque. Mon cœur s'est brisé. Ce ne fut pas un bruit fracassant. Ce fut juste la confirmation finale et silencieuse que j'avais eu raison depuis le début. Page 4, ai-je dit, la voix dénuée d'émotion, et paraphé le bas de chaque page. Il a signé. Il n'a pas hésité. Il a signé son nom, grattant le stylo avec force contre le papier. Il a passé le document à Doris. Elle pleurait, secouant la tête, mais Hank l'a poussée du coude. Signe, Doris. On a besoin de la maison. Elle a signé. Puis j'ai regardé Britney. Toi aussi. J'ai besoin de ta signature garantissant que tu ne vendras pas d'histoire sur moi au tabloïd. Britney m'a lancé un regard noir. Je ne gagne rien dans cette histoire. Ils ont une maison. Et moi? Tu hériteras d'une maison libre de dettes un jour, ai-je dit. Et tu éviteras d'être poursuivi par une équipe juridique pesant des milliards de dollars. Signe. Elle a pesté, a saisi le stylo et a signé d'un geste théâtral. Y récupérer le contrat. J'ai vérifié les signatures. Valids, juridicment contrainants. J'ai pris le chèque de 124 560 $. Je l'ai tendu à mon père. Il a avancé la main pour le prendre. Sa peau a effleuré la mienne pendant une fraction de seconde. Elle était rugueuse, exactement comme dans mes souvenirs. Merci, a-t-il chuchoté. Il fixait le chèque, les yeux rivés sur les zéros. Il n'avait jamais tenu autant d'argent entre ses mains de toute sa vie. Adieu, Hank, ai-je dit. Il a tressailli en m'entendant utiliser son prénom. Il a levé les yeux vers moi et, pendant une seconde, j'ai vu du regret, un regret profond et douloureux. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, peut-être des excuses, peut-être un adieu. Mais il a regardé le chèque à nouveau, et les mots sont morts dans sa gorge. L'argent parlait plus fort que son amour. Il a plié le chèque et l'a mis dans la poche de sa chemise, juste sur son cœur. Viens, Doris, a-t-il dit. On rentre à la maison. Ils se sont levés. Les chaises ont grincé sur le sol, un bruit strident dans le bureau silencieux. Ma mère m'a regardé une dernière fois. Je t'aime, Morgan, a-t-elle dit faiblement. Je sais, maman, ai-je dit. Mais tu aimes encore plus ton confort. C'est pas grave. Je te pardonne. Elle a couvert sa bouche et s'est détournée,
sanglotant tandis qu'elle suivait Hank vers la sortie. Britney n'a pas regardé en arrière. Elle était déjà en train d'envoyer des messages sur son téléphone, racontant probablement à ses amis une version déformée de l'histoire où elle était la victime. Je suis restée assise dans la salle vitrée et je les ai regardés s'éloigner. Je les ai vus passer devant les rangées d'ingénieurs. Je les ai vus passer devant la réception. Je les ai vus entrer dans l'ascenseur. Les portes ont glissé, les effaçant de ma vie. J'ai laissé échapper un soupir que j'avais l'impression de retenir depuis 30 ans. Mes épaules sont retombées. La tension dans ma nuque s'est évanouie. I me sentais zelgre. Sacha a ouvert la porte et a jeté un œil. Elle avait l'air inquiète. Morgane, ça va? Vous avez besoin de quelque chose? J'ai regardé les chaises vides. J'ai regardé le tableau blanc où le chiffre de 142 500 $ était encore écrit à l'encre rouge. Je me suis levée et j'ai pris l'effaceur. J'ai nettoyé le tableau. La dette était payée. Le grand livre était fermé. Je vais bien, Sacha, ai-je dit, et j'ai été surprise de constater que je le pensais vraiment. En fait, je vais même mieux que bien. Voulez-vous prendre le reste de la journée? A-t-elle demandé. Non, ai-je répondu, sortant de la salle de conférence pour retourner vers le plateau bouillonnant de mon entreprise. Nous avons une boîte à faire tourner, et je pense que je dois une soirée pizza à l'équipe. Commandez tout ce qu'il y a sur la carte. Tandis que le bureau éclatait en acclamations, j'ai marché vers la fenêtre et j'ai regardé la rue en bas. J'ai vu un minuscule Ford F-150 rouillé sortir du parking et s'insérer dans la circulation. Il paraissait si petit d'ici. Je l'ai regardé jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin d'une rue, reprenant l'autoroute, retournant vers Spokane, vers une maison qui n'était plus qu'un bâtiment. Je me suis détournée de la fenêtre. Je suis retournée vers mes écrans, mon code et les gens qui me respectaient vraiment. J'avais perdu un père, mais je m'étais trouvée moi-même. Et honnêtement, c'était un marché que je referais sans hésiter une seule seconde. J'ai remboursé l'intégralité de leur prêt immobilier juste pour qu'ils s'en aillent. Certains de mes amis disent que j'ai été trop généreuse envers des gens qui m'ont jetée dehors. D'autres disent que j'ai fait ce qu'il fallait en tant que fille. Que auriez-vous fait? Auriez-vous donné le chèque à Hank ou l'auriez-vous laissé se débrouiller seul? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'écraser le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires de vengeance et de justice. Merci d'avoir regardé.